If you're a parent or share a fridge with someone, Instacart is about to make grocery shopping so much easier. Because with family carts, you can share a cart with your partner and each add the items you want. Since between the two of you, odds are you'll both remember everything you need. And this way, you'll never have to eat milkless cereal again. So minimize the stress of the weekly shop with family carts. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply for 3 orders in 14 days. Excludes restaurants. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. C'est la saison draft, vous en avez l'habitude désormais, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on l'a lancé. Tonio avant micro et pour ma qui enchaîne les profils draft avec toute l'équipe évidemment. Cyprien Delmas, comment tu vas? Salut Tonio, ça va excellemment bien. J'espère que nos auditeurs et auditrices vont bien aussi et j'espère que toi tu vas bien aussi. Bah ouais, moi ça va très bien, surtout que le dernier podcast qu'on a enregistré tous les deux, entre guillemets, parce que c'était sur les running backs, et les running backs cette année c'est le poste peut-être le plus fourni de cette draft 2025. Et de nouveau, on est pas mal verni parce qu'on se retrouve avec les defensive tackles pour ce podcast. Et quand on regarde bien, c'est peut-être avec les running backs le poste le plus fourni de cette QV. Je vais te poser la question tout simplement, comment tu la compares par rapport à la classe de running back? Est-ce que là aussi on a affaire à un poste ben, très profond avec de grande qualité ou c'est peut-être un peu surfait? Bah écoute, je trouve qu'elle est encore plus profonde et encore de meilleure qualité que celle des running backs qu'on a fait ensemble. Donc c'est pour dire. Je pense qu'il y a tout dans cette draft, dans cette classe de defensive tackle. Encore une fois, il y a un alpha, il y a des joueurs très forts sur le haut, il y a une belle profondeur et on trouvera des super joueurs dans les tours 1, 2, 3, 4, 5 et bien sûr même dans les agents libres, je pense qu'il restera. Donc voilà, super classe. Je la mets au-dessus encore des running backs, moi. Ouais, je pense que je sais pas si je te rejoins exactement là-dessus, mais de toute façon, si je suis pas tout à fait d'accord, c'est vraiment pour pinailler, parce qu'on a vraiment affaire à une classe de très haut niveau. Et la seule nuance que j'apporterais si on la compare à celle de running back, c'est que ces dernières années, c'était compliqué de trouver des running back de qualité dans la draft. Donc le fait qu'on ait une classe très fournie, ça augmente entre guillemets leur valeur, alors qu'on voit de plus en plus de defensive tackle de qualité en NFL et les besoins peuvent être un peu moindres. Mais en dehors de cette petite nuance, effectivement, on a affaire à une très très belle cuvée. Et justement, en parlant de valeur, euh, est-ce que par rapport au succès qu'ont eu les Philadelphia Eagles cette saison, tu dirais que le poste de defensive tackle est peut-être le plus important à considérer, après évidemment le plus important qui est celui de quarterback, dans la construction d'une équipe? Est-ce que tu préfères avoir, disons qu'on se concentre uniquement sur la défense, est-ce que tu préfères avoir un defensive tackle élite ou un defensive end élite? Alors, bon, pour répondre à ta question, déjà, faut se demander si le succès des Eagles, il vient de la sélection de ces jeunes defensive tackles. Donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'ils ont gagné? Alors, je peux pas dire que c'est un oui franc et massif. Ça en fait partie parce qu'il y a eu Jordan Davis, il y a eu Jalen Carter, notamment sur les dernières drafts qui ont été récupérés au premier tour par les Eagles. Et ça a participé, bien sûr, évidemment, à leur titre de champion. Maintenant, est-ce que c'est que ça? Je pense pas. Je pense que c'est une stratégie des Eagles de drafter sur les lignes, que ce soit defensive end, defensive tackle, des pass rushers extérieurs, ou même sur les lignes offensives. Donc, euh, donc je sais pas si c'est la meilleure stratégie pour construire un effectif. En tout cas, partir des lignes, c'est une bonne idée, en tout cas. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, defensive end ou defensive tackle, excuse-moi, je ne sais pas si l'un des deux
de prévaut sur l'autre. Mais en tout cas, financièrement, on voit dans la ligue que les gros contrats sont donnés aux defensive end et aux pass rushers extérieurs plutôt qu'à ceux qui sont sur l'intérieur de ligne, même s'ils touchent aussi des gros contrats. Donc écoute, moi je te dirais quand même que la préférence ira toujours au defensive end plutôt qu'au defensive tackle, mais ça se joue à peu de choses près. Ça se joue à peu de choses et bah, moi je vais prendre le revers de ton argument, simplement en partant à l'envers et en prenant l'exemple des Houston Texans cette année. On a vu CJ Stroud qui après une saison rookie exceptionnelle a eu beaucoup de mal et l'une des raisons, c'est même pas l'une des raisons, pour moi la raison principale pour laquelle il a eu beaucoup de mal, c'est que l'intérieur de sa ligne offensive était très poreuse et qu'il subissait énormément la pression ben, par le centre, par le milieu, comme on dit. Et à l'inverse, quand on regarde la défense, qui apporte cette pression, c'est évidemment les defensive tackles, même si les defensive ends peuvent évidemment y contribuer. Et je trouve que pour gêner des quarterbacks de haut niveau, aller mettre la pression par le centre, par le milieu, c'est peut-être ce qui les gêne le plus. Alors que la pression par l'extérieur, disons qu'ils peuvent un peu plus s'en accommoder. Mais là aussi, c'est vraiment pour pinailler, c'est du détail, hein, qu'on ait Aaron Donald ou Garrett, Miles Garrett, on peut pas trop se tromper, hein. Quand on a un joueur de très très haut niveau sur la ligne défensive, normalement, ça doit payer. On va continuer notre comparaison avec les running backs, parce que tu l'as dit, comme pour la classe des running backs avec Ashton Genty, il y a un joueur qui semble se détacher dans cette cuvée de defensive tackle pour la draft 2005. Bah, sans trop faire de suspense, c'est Mason Graham, le defensive tackle de Michigan. Pourquoi? Parce que je suppose que tu es de l'avis de tout le monde et que tu rejoins le consensus. Pourquoi Mason Graham est un ton au-dessus de ses camarades de cette draft? Alors oui, je rejoins le consensus. Oui, je pense que Mason Graham est le numéro un de cette draft à son poste de defensive tackle. Par contre, je trouve que il y a des gens qui sont très très proches de lui, à l'image de ce qu'on avait dit en fait pour Ashton Genty. Les médias américains, je pense, le survendent un petit peu. C'est-à-dire que ils l'ont quand même vendu très tôt dans le processus pré-draft. Ils ont posé un avis très tôt et on a pris ça comme une vérité absolue. Et je pense qu'il faut quand même un peu se retourner sur le profil, regarder ses tapes, les revoir. Il y a des choses encore à améliorer. On n'est pas sur le profil de Jalen Carter ou de Quinnan Williams, pardon, quand ils sont sortis de l'université. On est, je pense, un peu en dessous de ça. Donc en fait, je vais redire et je redis un peu les mêmes choses que ce que j'avais dit sur Ashton Genty au niveau des running backs. Après, je le répète, c'est le numéro un de la draft. Il y a des super observables. En fait, c'est un joueur hyper complet, que ce soit sur le pass rush ou en défense contre la course. Il est là. Il tient les doubles teams, il est assez puissant pour ça. Il est surtout très 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 explosif. Ça c'est vraiment une super un super atout, notamment en NFL. Voilà, on l'a vu battre des mecs en 1v1 sur juste deux appuis dès l'engagement du ballon. Il les met dans le vent, le centre adverse ne sait plus quoi faire et au revoir. Et voilà, la pression est là et le quarterback doit se débarrasser du ballon. Donc il y a des super points. Il est agile aussi, bien sûr. Il est assez technique. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont. Dans ses défauts, je pense que il y a peut-être une base technique au niveau des pieds, notamment de l'ancrage. Voilà, des fois ça perd un peu l'équilibre. Bon, ça reste vraiment superflu. Et puis il y a des mensurations qui sont un peu en dessous de la moyenne quand même. C'est à noter. On est sur un des joueurs depuis 1987 qui a été mesuré lors du processus pré-draft. Il est dans les 12% avec des bras les plus petits. On connaît le syndrome T-Rex sur les lignes. Voilà, si on a des plus longs bras, on a plus de chances de gagner. Bon, ben, c'est comme ça. Ça peut lui poser défaut quand il faut se débarrasser des blocs. Mais sinon, voilà, très complet, très bon, numéro un. Oui, pas de soucis et pas de doute. Ouais, alors là, pour le coup, j'ai aucune nuance à apporter à ton propos. Je suis totalement d'accord avec toi. La raison pour laquelle je pense les médias américains et les médias, ils le font pas tout seuls, hein. S'ils survendent un joueur, c'est aussi parce qu'ils ont des échos, en général des équipes ou parfois aussi des agents. La raison pour laquelle ils le montrent comme ça un peu en exergue, je pense, c'est parce que quand tu le regardes, c'est un joueur qui est très safe. C'est-à-dire qu'il est très bon dans les compartiments qui sont nécessaires pour avoir du succès dans la ligue. Tu l'as dit, le premier pas est incroyablement explosif. Il a des pieds qui sont très très rapides pour son poids parce que ça reste quand même un gabarit assez costaud. Que ce soit dans la verticalité ou l'horizontalité, il arrive à se déplacer assez bien. Et puis il pénètre, tout simplement. C'est ce qu'on lui demande, c'est le job numéro un pour un defensive tackle. Et ça, il le remplit à merveille. Alors, encore une fois, on va utiliser cette analogie de plafond et plancher qu'on utilise chaque année quand on arrive à cette saison de la draft. Bah, avec lui, le plancher est très très haut.
il est très très haut et il n'y a pas à réfléchir beaucoup avant de le mettre sur le terrain. Je pense qu'il sera un titulaire dès le premier jour. Après, la question du plafond, et c'est là que la mensuration peut entrer en jeu. Effectivement, le fait d'avoir des bras un peu courts, bon, ça l'a pas empêché de dominer à l'université, mais ça peut l'empêcher d'être un pass rusher de haut niveau en NFL. Je pense qu'il arrivera à rusher le quarterback de temps à autre, mais il atteindra pas, à mon avis, les chiffres exceptionnels d'un Aaron Donald, par exemple, justement parce que, déjà, tu l'as dit, il manque un peu d'ancrage. Moi, encore ça peut se travailler, mais la longueur des bras, ça peut pas se travailler. Et face à des tackles offensifs qui, eux, en général, sont des Golgoth, ils sont de plus en plus grands, de plus en plus costauds. Avoir des bras un peu courts, malheureusement, ça peut peut-être lui jouer défaut, mais en dehors de ça, il a vraiment des qualités très safe qui font qu'il sera titulaire très très rapidement dans la ligue. Après, le niveau qu'il atteindra, ça c'est évidemment à lui et au coaching staff qui va hériter de son talent qui vont en décider. Euh, Est-ce que, au vu de ce qu'on dit, il mérite une sélection dans le top 10 à ton avis? Ah oui, vu tout ce qu'on a dit, je vais faire court, hein. Tous les qualités qu'on a dit, il mérite sa sélection dans le top 10 parce que le poste est premium, parce qu'il y a un plancher, tu l'as dit, qui est très très solide. Et donc ça, ben, généralement, ça plaît à beaucoup de monde. Moi, en tout cas, ça me plaît. Surtout dans une draft où il y a beaucoup de choses qui sont indécises quand même sur des joueurs. On n'a pas, on a un consensus, mais on a un ordre qui fluctue vraiment chez beaucoup de gens. Chez chaque média, on va trouver quelque chose de différent, sauf Mason Graham parce que le mec a un plancher solide et le mec est une assurance, quoi. Donc oui, top 10 de draft, oui, bien sûr, c'est une bonne décision, de facto en fait. Voilà. Et est-ce que cette décision serait justifiée quels que soient ses besoins? Est-ce que c'est vraiment le type de talent qu'on sélectionne, même si on a déjà un joueur qui est un peu a priori titulaire sur le poste, ou bien c'est vraiment seulement si on a un trou béant qu'on peut s'autoriser à le sélectionner aussi haut? Non, ben comme le font les Eagles en fait, comme on a dit juste avant, au tout début. Tu priorises les lignes, c'est jamais une mauvaise idée. Même si tu as déjà un joueur super fort, ben en fait ça va faire un complément avec Mason Graham et ça va être super agréable pour la défense parce que ben, il faudra garder les deux. Et garder les deux, ben, c'est pas facile. Soit tu double team l'un, soit tu double team l'autre. Tu double team les deux, ok, ça fait 4 joueurs sur 2 joueurs. Ben, il en reste un pour protéger à côté, ça va être compliqué. Donc voilà, bien sûr, c'est un problème de riches et les problèmes de riches, on aime ça en NFL. Et allez, l'exercice toujours un peu périlleux auquel on s'adonne en saison de draft, la comparaison. Est-ce qu'il y a un joueur qui te vient à l'esprit quand tu regardes Mason Graham jouer? Bah, j'aime bien celle qu'a fait, c'est Jean-Mi, je crois, qui a fait la fiche de draft, je veux pas dire bêtises. Et j'aime bien celle qu'il a fait, c'est Christian Wilkins, donc des Raiders. Je trouve que ça colle plutôt bien aujourd'hui à ce que peut proposer Mason Graham, notamment sur son plancher actuel. Il peut encore dépasser, je pense, Christian Wilkins dans ce qu'il va faire plus tard. C'en est fini pour le chapitre Mason Graham, mais pas pour le chapitre Michigan, puisqu'on va parler de son coéquipier Kenneth Grant, qui n'a pas tout à fait le même profil, même pas du tout, mais qui monte vachement dans les mocks à mesure qu'on s'approche de la draft. Question très simple, Cyprien, est-ce que c'est justifié? Parce que Kenneth Grant, c'est pas forcément un mec dont on parlait aussi haut dans le top 15, top 20 de la draft il y a encore quelques semaines, quelques mois. Et là, plus ça va, plus on voit son nom apparaître très haut dans les premiers tours. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que son talent mérite une sélection, allez, mettons, dans la première moitié du premier tour de la draft? Alors, Tonio, si tu as écouté le podcast que l'on a fait avec Victor, tu sais qu'on a mis Kenneth Grant en 7. Donc oui, là, il fallait justifier. Là, tu parles vraiment à un croyant, Kenneth Grant. Profil largement différent, c'est un obstacle, un vrai obstacle. Alors, il peut faire peut-être un peu plus de choses, mais en tout cas, son poste prioritaire, ça va être un vrai obstacle, c'est-à-dire au centre de la ligne, enfin, au centre de la ligne défensive, face au centre adverse de la ligne offensive. Et puis le mec, il a toutes les qualités en fait pour réussir à NFL. Il est grand, il est puissant, il est athlétique, ça c'est assez incroyable. Il est explosif. Alors, vu son gabarit, c'est vraiment anormal que ce mec bouge à cette vitesse et avec autant d'explosivité. Donc voilà, ben, en NFL, écoute, moi c'est un profil ultra rare, donc c'est normal de le voir repêcher super haut et de le voir hyper. Logique. Ouais, alors, moi, je suis pas très convaincu par une sélection haut, en ce sens que, tu l'as dit, c'est un obstacle. Et
À mon avis, il sera exceptionnel en obstacle parce qu'il a vraiment, bah, tu l'as très bien dit, un profil parfait. Il est très grand, très costaud, il fait plus de 150 kilos. Et ce qui est marrant, c'est que, enfin, ce qui est marrant, ce qui est notable, quand on le voit, c'est que t'as pas l'impression qu'il y a un gramme en trop, quoi. C'est 150 kilos qui porte Mm. excellemment bien. Donc, je suis persuadé que ce sera un obstacle de très haut niveau. La question, c'est est-ce qu'un obstacle de très haut niveau mérite d'être sélectionné aussi haut? Est-ce que la valeur euh, n'est pas un peu exagérée en ce sens que, pour moi, dans le jeu contre la passe, il sera pas d'une très très grande utilité. Et Ah je ben, pense que c'est là que pas les avis d'accord. vont diverger entre les uns et les autres. Ben vas-y, comme t'es pas d'accord, je te laisse Non, pas argumenter. d'accord. Moi, franchement, quand je le vois, alors, quand il est pris à deux, bah, c'est le mec, il les tient en respect, il allonge les deux bras, il recule pas un pet et les gars ne servent à rien. Et puis si tu l'ignores et que tu te dis bon ben le mec c'est un obstacle, on va mettre juste un gars pour le ralentir, mais il gagne son 1 contre 1 Kenneth Grant. Il fait reculer le mec, il le pousse, il détruit la poche, il le pousse sur son quarterback et même parfois il y a des mouvements qui sont très sympas. Il y a vraiment une projection en tant que pass rusher pour moi qui est très alléchante et qui donc le projette haut sur une draft possiblement. Bah c'est là, je pense que sera tout le débat pour les front office. C'est la projection. C'est comment tu projettes le mec. Parce qu'encore une fois, moi, enfin, je pense pas être le seul. Je pense que là aussi, il y a consensus. Il y a quasiment aucun défaut pour être un bon obstacle en NFL. Être un bon pass rusher en NFL, bah, pour le coup, on l'a pas vu. Et c'est à quel point tu as confiance en ton staff, en quel point tu as confiance en sa capacité ben, à assimiler quelque chose qu'il n'a pas forcément réalisé au niveau universitaire. Et je pense que c'est là toute la nuance qu'il y aura entre les avis à son sujet et qui fera, qui sera sélectionné très haut au premier tour, aussi haut que 7 peut-être comme toi et Victor l'avaient placé, ou peut-être un peu plus tard au premier tour, mais on est d'accord, c'est un joueur du premier tour, il n'y a pas de souci là-dessus. Mhm. Oui. Allez, comme ça, on finit le point Kenneth Grant sur un avis un peu plus consensuel, mais s'il y en a un qui monte dans les mocks, c'est qu'il y en a forcément un ou plusieurs qui descendent. Et là, en l'occurrence, il y en a deux, Derrick Harmon et Walter Nolen, qui, eux, jouissaient d'une hype assez certaine au début de la saison universitaire et qui, peu à peu, à mesure qu'on s'approche de la date fatidique, descendent un peu, justement, dans les mock drafts. Alors, rien de très dramatique, c'est pas des chutes faramineuses, mais plus ça va, et moins on a l'impression que ce seront des joueurs qui sont assurés d'être sélectionnés dans les 15 ou 20 premiers choix. Est-ce que, bah, même question qu'avec les joueurs précédents, est-ce qu'ils méritent, à ton avis, d'être sélectionnés au premier tour, ou bien le fait que leur hype descende un peu, c'est finalement, ça correspond finalement à leur niveau réel? Alors, je te trouve un peu dur quand tu dis que le hype descend un peu. Moi, je les vois souvent quand même au premier tour. Alors, en deuxième partie de premier tour, c'est peut-être ça la question. Il y en a, pour les deux, il y a des interrogations. Il y en a un, j'en ai plus que pour l'autre, moi, personnellement. Je vais commencer avec celui-là, c'est Derrick Harmon. Donc, defensive tackle qui vient d'Oregon. Pourquoi j'ai un peu plus d'interrogations? Parce que il a un profil un peu plus unilatéral, je dirais. Je trouve que c'est un super pass rusher. Il y a des stats qui avancent ça. Il a mis 55 pressions, c'est le plus haut total pour quelqu'un de ligne intérieure défensive. Il met une pression sur 10,7% des jeux depuis cette position, deuxième de la classe. Voilà. Il est propre techniquement. Il a un premier pas qui est correct, mais j'y reviendrai, qui est quand même problématique. Et puis il a assez de puissance aussi. Après, contre la course, j'ai vu des choses, moi, qui me plaisaient un peu moins. Notamment sur des plaquages, sur des angles aussi qui sont pris face aux lignes adverses. Donc c'est un peu l'interrogation que je me pose parce que c'est toujours problématique pour quelqu'un qui est en intérieur de ligne d'avoir des petits défauts contre la course. Euh, euh, à partir de ça, je pense qu'il peut tomber au second tour. Maintenant, son profil de pass rusher, comme je l'ai dit, très poli, pour moi, ça le coche comme un premier tour parce que c'est quand même extrêmement rare d'être aussi efficace là-dessus. Attention à peut-être un peu de fainéantise peut-être Ouais, parce qu'il y a des ouais, 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 jeux ouais. où je le trouve un peu lent à la réaction en fait au moment du snap. Voilà, alors que quand il est vraiment réactif, paf, tout de suite, il gagne son duel et tout de suite, ça va très très vite et il met une pression. Donc attention à ça, c'est pas un monstre athlétique non plus, donc la projection est peut-être un peu dévaluée. Je te laisse peut-être répondre sur Ramon, ouais, Tonio, vas-y. Ouais, non, simplement, tu m'as vu hocher la tête, je précise pour mes auditeurs.
Enfin, mes auditeurs, nos auditeurs, pardon, parce que je suis pas tout seul. Non, non, j'ai hoché la tête parce que, ouais, effectivement, ça c'est quelque chose qui, pour moi, saute un peu à la vue quand on regarde ces matchs, c'est que parfois son temps de réaction est très lent. Alors, t'as dit fainéantise, je sais pas si c'est de la fainéantise Ouais, je sais pas non plus. ou peut-être qu'il se perd simplement dans ses pensées parfois dans le match, ça peut arriver. Mais c'est un axe sur lequel il devra absolument progresser parce que pour le coup, il n'a pas forcément la marge athlétique que peuvent avoir d'autres joueurs. Et malheureusement, enfin, tu l'as très bien dit, quand il réagit vite, il gagne ses duels. Alors, je ne sais pas pourquoi ni comment on peut expliquer le fait que parfois il soit lent dans ses réactions, mais ça se voit trop souvent, et c'est notable trop souvent, pour que ce soit juste une erreur ici et là. Je pense qu'il y a vraiment un défaut qui doit être corrigé au plus haut niveau pour plus de régularité. Mais je te laisse enchaîner sur Harmon si tu as d'autres choses à dire sur lui. Non, 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 là on a fait le tour, je pense. On peut passer à Nolan si tu veux. Bah alors Walter Nolen qui bah lui il a mis les cartes sur la table. Il a dit je suis le prochain Aaron Donald. C'est d'ailleurs le titre de la fiche draft que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Est-ce que c'est le futur Aaron Donald? Non. Enfin, j'irai pas jusque-là quand même. Je pense qu'il s'est un peu enflammé. Bon, c'est compréhensible, hein. Il est dans le processus pré-draft, il faut se vendre. Ça montre aussi une qualité et à la fois un défaut que les équipes NFL devront soit valider, soit infirmer. En tout cas, c'est son caractère. Est-ce que c'est vraiment de la confiance? Donc le mec est confiant, c'est une qualité qu'il faut avoir, être sûr de lui et être sûr de ses forces. Et ça peut aussi être vu comme se surestimer et aussi avoir un gros caractère peut-être problématique. Le mec, tu vas rien pouvoir lui dire, il va prendre la mouche et tu vas pas savoir quoi faire. C'est peut-être pour ça que il descend un petit peu dans les boards et dans les mocks. En attendant, moi je trouve que c'est un super joueur. Enfin, les mensurations en tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus de Mason Graham. Ils ont vraiment le même profil physique, voire même athlétique les deux. Ce qui est assez fou d'avoir deux joueurs qui se ressemblent autant. Et puis Nolan, il a aussi plein de bonnes choses sur le terrain. Qu'est-ce qu'il a? Il est puissant, il est agile, il est rapide. Lui, il est très explosif, très 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 explosif même. Il a une bonne palette de pass rushers. Il est très complet lui aussi, c'est-à-dire qu'en pass rush win rate et en run stop win rate, il a plus de 10% dans les deux. C'est l'un des rares à avoir coché ces deux cases. C'est excellent. Voilà, il y a encore du boulot technique peut-être, mais du coup, tu prends aussi une boule de d'argile à modeler comme un potier. Et ça, les équipes NFL aiment bien ça aussi. Ouais, bah ça c'est tous les ans on le voit, hein, des joueurs qui sont pas totalement finis entre guillemets, mais qui ont des profils physiques et athlétiques hors normes, dont les équipes tombent forcément amoureuses. Et en l'occurrence, Walter Nolen, c'est vraiment pour moi l'inverse de Mason Graham, à l'exception du fait qu'il se ressemble assez physiquement, comme tu l'as dit. Lui, il manque de raffinement. Il est pas totalement terminé, alors que Mason Graham c'est très facile de l'imaginer dans une défense NFL et de le mettre sur le terrain, il n'y a pas de problème. Walter Nolen, il y a encore des petites choses à corriger, notamment dans sa technique, dans l'usage de ses mains. Mais pourtant, si dans 4 ou 5 ans, on revisite cette draft et on se rend compte que ben, c'est lui le meilleur defensive tackle de la QV, je pense que personne serait vraiment surpris. Parce qu'il a vraiment des... Ah, tu lèves la main, vas-y. Ouais, non, non, je lève la main, je suis d'accord avec toi. Il y a juste peut-être la différence se fait aussi sur la capacité à comprendre comment battre un vis-à-vis, à mettre un pass rush plan, enfin un plan de pass rusher du coup, et à gagner grâce à ça. Je suis pas sûr que Nolan il est capable de faire ça, alors que Mason Graham en est capable. Mais du coup, je rejoins ce que tu dis sur le fait que dans quelques années, ben, peut-être qu'il sera meilleur, Nolan, parce que s'il apprend à faire ça, ben, du coup, il devient inarrêtable, alors que Graham sait déjà le faire. Donc il a des limitations qui sont ailleurs. Si un coaching staff arrive à déverrouiller Walter Nolan, ça peut faire très 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 mal. Jusqu'à arriver à Aaron Donald, je ne sais pas. Oui, en fait, Aaron Donald, je pense que c'est un peu comme au foot. À chaque fois qu'on a vu un numéro 10 un peu technique, on a dit c'est le nouveau Zidane. Il faut peut-être arrêter là-dessus. Aaron Donald, il est intouchable. C'est Dieu vivant. Je suis sûr que s'il sortait de sa retraite, il pourrait encore dominer aujourd'hui. Mais non, effectivement, Walter Nolan, il a des atouts à faire valoir et encore une fois, des mensurations physiques qui pourraient faire tomber amoureux plusieurs équipes. Ben, maintenant, la question fatidique entre Walter Nolan et Derek Harmon, si tu devais en choisir un, ce serait qui? Actuellement, Walter Nolan.
devant Derrick Harmon, je pense plus complet. Comme je l'ai dit, il y a vraiment des... C'est très très bien dans beaucoup de secteurs. Et puis en plus, tu as une marge de progression qui est très très grande. Donc voilà, j'irai plutôt sur ce profil-là, même si c'est peut-être un peu dangereux. Quoique, hein, encore, parce que Harmon, je le trouve, comme je l'ai dit, peut-être un peu plus unilatéral. Eh ben, comme lors de notre dernier podcast ensemble sur les running backs, on va enchaîner sur tes sleepers, c'est-à-dire les joueurs qui n'ont pas forcément une cote très élevée, mais qui ont tes faveurs à toi, personnellement. Ce sont tes goûts personnels dont on va parler. Quelques sleepers dont tu aimerais nous parler actuellement dans cette cuvée de defensive tackle, ce serait qui? CJ West, out of Indiana. Defensive tackle, plutôt nose tackle lui aussi. Et je pense que si les équipes ratent Kenneth Grant, eh ben, elles seront très heureuses de récupérer CJ West. On n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est vraiment le meilleur contre la course de toute la QV. Quand je te dis le meilleur, c'est que j'ai des stats lunaires, Tonio. Je t'écoute. Écoute-moi bien. Euh, Quand Indiana, donc l'équipe, c'est des stats d'équipe, mais CJ West a participé à ça. Quand Indiana a subi des courses dans le gap A, c'est-à-dire entre le centre et le guard de la ligne offensive, eh bien, le plaquage a été réalisé à 2,11 yards de la ligne d'engagement. Le deuxième est à 2,75. La deuxième équipe, la meilleure deuxième équipe de tous les clubs universitaires, de toutes les universités, elle est à 2,75 yards pendant qu'Indiana est à 2,11 yards. C'est-à-dire qu'il y a une force de pénétration contre la course qui est énorme. Ça a dissuadé les équipes de courir dans ce gap-là parce que elles ont couru que 85 fois dans ce gap, les équipes. Et il y a eu 29 plaquages pour perte sur ces 85 courses. C'est énorme, hein. Le ratio est tout simplement énorme. Et ben ça, c'est CJ West, force de dissuasion. Et en plus, ben, il a du potentiel sur le pass rush. Voilà, pourquoi on parle pas plus de lui, j'en sais rien. Moi, c'était un de mes joueurs préférés de cette saison universitaire. Alors, je t'avoue, et je crois comme pas mal de personnes, je m'attendais pas à regarder autant de matchs d'Indiana cette saison avant qu'elle commence. Mais une fois qu'on s'y met, il y a un joueur qui sort du lot et c'est ce mec-là, quoi. C'est incroyable. Sur chaque snap défensif, ben, bon, après, tu vas me dire, c'est difficile de le manquer tellement il est imposant. Mais il, il arrive à mettre ses mains et il arrive à se retrouver au milieu des jeux et c'est tellement plaisant à voir. Enfin, moi, c'est mon kink, hein. C'est vraiment mon fétichisme. J'adore voir les gros bousculer sur la ligne offensive et défensive. Et en l'occurrence, CJ West, ben, impossible de le manquer. Il sortait vraiment du lot dans cette équipe d'Indiana. Donc, ouais, non, là, je te rejoins à 100%. Est-ce que tu as un deuxième slipper à nous proposer? Ouais, alors c'est un sleeper, faut mettre des gros guillemets quand même, parce que c'est Tyleek Williams, qui vient d'Ohio State. Je dis qu'il faut mettre des guillemets parce qu'on le voit quand même beaucoup au second tour, mais je pense réellement qu'il devrait être au premier tour ce joueur. C'est pour ça que je le catégorise directement comme un sleeper. En fait, il sait tout faire. Il est imperméable, oui, si je vais dire ça comme ça. Il est imperméable au schéma défensif. Tu peux le mettre sur la totalité de ta ligne, ça marchera, il fonctionnera. Donc il peut être nose tackle, il peut être defensive tackle, tu peux même le mettre sur l'extérieur de ligne. Il arrêtera des courses, il mettra des pressions. Voilà, j'ai aucun défaut à citer pour ce joueur personnellement. Aucun. Peut-être qu'il pousse pas les curseurs dans certaines caractéristiques comme les autres qu'on a dit avant, mais aucun défaut. Moi, je le mets devant un Walter Nolen, par exemple. Je le mets deuxième defensive tackle de la QV derrière Mason Graham. Moi, je pense que la réserve que peuvent avoir les équipes, c'est qu'il manque de production. Il manque simplement de chiffres, notamment en termes de pass rush sur la défense contre la passe. Mais je pense pas que ce soit la première chose qu'on lui demande au plus haut niveau. Donc ouais, c'est vraiment pinaillé. Alors je sais pas s'il pâtit aussi du fait que bah, cette classe soit très profonde finalement, qu'il y ait vraiment de très bons profils et que la comparaison peut lui être un peu défavorable parce qu'il y a du monde, mais effectivement, il n'y a pas énormément de défauts dans son jeu. Là, une fois encore, je te rejoins. Un dernier pour la route? Ouais, Deone Walker, donc lui était annoncé très haut au début du processus pré-draft et il a chuté vraiment très très. On l'annonce plutôt quatrième, cinquième tour. Alors pourquoi? Eh ben parce que c'est un grand fainéant, ce monsieur. Pour le coup, lui, c'est un vrai, vrai, vrai fainéant. C'est-à-dire qu'il choisit ses jeux, il choisit quand est-ce qu'il va vouloir avoir de l'impact sur le jeu, et il le réalise. C'est ça qui est fou. Donc s'il y a une équipe qui arrive à déverrouiller psychologiquement le fait que Deone Walker arrive à être concentré sur tous les jeux et veuille jouer au football sur tous les jeux, ben t'obtiens le mec le plus grand et le plus puissant et le plus lourd qu'on ait jamais vu à son poste en NFL. Et ça va faire très très mal en fait. Il a des mensurations exceptionnelles. Mais vraiment, enfin,
enfin, alors déjà de la QV de defensive tackle, c'est clairement le meilleur athlète. Et je suis pas sûr que ce soit pas le meilleur athlète, tout poste confondu. Et effectivement, il y a, en fait, bah, ses actions sur le terrain ne correspondent pas à ses mensurations, quoi. Je parlais du manque de production euh, pour notre ami d'Ohio State, Tyleik Williams. Bah, pour lui, c'est même pas manque de production, c'est manque d'effort, tout simplement. Et ça, pour le coup, ça saute aux yeux. Et malheureusement, bah, c'est ce qui est activant. Et je pense que pour lui, les entretiens dans tout ce processus pré-draft vont être d'une importance capitale pour s'il veut être sélectionné assez haut au premier tour, j'en doute. Encore que, vu ses mensurations, peut-être qu'une équipe finira par craquer. Mais ouais, non, il a beaucoup de choses à prouver en termes de mentalité pour savoir s'il va être un bon joueur en NFL. Et c'est vraiment dommage parce que physiquement, c'est 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 absolument monstrueux. À l'inverse, est-ce qu'il y a certains joueurs qui sont un peu surestimés, à ton avis, dans ce processus draft au poste de defensive tackle, des joueurs qui sont très hauts dans les mocks, mais qui ne le méritent pas forcément? Alors, je vais te faire une réponse très nulle pour le podcast. Non. Je trouve que les joueurs sont plutôt bien cotés de manière générale et surtout à ce poste, du coup, par les médias américains surtout. Voilà, j'ai pas trop de. Il n'y a rien qui me saute aux yeux. Peut-être, comme j'ai dit au début, peut-être Mason Graham, que certains annoncent comme un prospect générationnel, je mets des guillemets en tout cas, et que je vois pas si haut, mais ça reste le numéro un, donc bon, je pinaille quoi. Sinon, derrière, franchement, tout le monde est plutôt pas mal coté. Ben, moi, le seul joueur que j'aurais pu mettre dans cette catégorie, ben, effectivement, c'est Dion Walker, qui parfois est très haut. Mais là aussi, ça dépend des médias, ça dépend des mocks. Et moi, personnellement, si j'étais general manager, je prendrais pas le risque de le sélectionner trop tôt. Parce que, bah, encore une fois, son manque d'effort, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Et pour débloquer ça, il faut un gros travail psychologique. Est-ce que j'ai envie de risquer un choix haut et potentiellement ma carrière de general manager là-dessus? Je ne crois pas. Donc c'est pour ça que pour moi, il serait un peu surcoté, que l'on observe. Autrement, c'est vrai qu'on est une classe qui est finalement assez dense. Elle est profonde, mais elle est aussi très très dense. Et plus que pour la classe de running back, où là, pour le coup, malgré la profondeur, on pouvait quand même voir des joueurs qui auraient des rôles très spécifiques dans une attaque. Là, il y a une flopée de titulaires dans cette classe qui est assez impressionnante à mon avis. Il y a beaucoup de joueurs qu'on va retrouver sur les terrains de manière assez régulière. Sinon, cette saison, dans 2 saisons maximum, beaucoup des noms qui vont être appelés à la fin du mois, on va les retrouver sur les terrains, à mon avis, euh, au poste de defensive tackle. Pour terminer ce podcast, ben, encore une fois, on va jouer sur le parallèle avec la cuvée de running back. Donc, je vais te poser exactement la même question. Tu m'avais donné une réponse très tranchée en ce qui concerne les running backs. Tu m'avais dit que pour toi, malgré la profondeur de la classe, d'ailleurs, à cause de la profondeur de la classe, hors de question de sélectionner un running back au premier tour. Est-ce que là, avec cette profondeur de defensive tackle, tackle préféré, ou bien y aller tout de suite dès le premier tour, dès le top 10, dès le top 15, si on a un choix aussi haut. Alors, oui, j'avais prôné la patience pour les running backs et je vais changer de bord pour les defensive tackles, Tonio. Je vais donner une réponse tranchée à l'inverse. Je pense qu'il va falloir se dépêcher très rapidement dans cette classe. On a des profils beaucoup plus spécifiques, mais beaucoup plus forts dans la spécificité. On est sur une position premium aussi. Et puis, comme on l'a dit dans la question précédente, en fait, les joueurs sont plutôt bien organisés. Je veux dire, on les trouve à leur place. Il n'y a pas trop de surestimation, de sous-estimation. Donc, on sait où est-ce qu'ils vont tomber. Et il y a des équipes qui vont pouvoir jouer avec ça. Donc monter et descendre bien sûr, mais aussi les repêcher peut-être un peu plus tôt pour être sûr d'avoir le pic. Donc je pense que voilà, il va falloir se dépêcher pour les équipes. Euh, si tu prends un Kenneth Grant, donc toi que tu as peut-être moins en estime que moi, mais en tout cas qui fitterait aux Jets par exemple, eh ben s'il le passe au premier tour en 7, ils le reverront jamais au second tour en fait le joueur. Donc ben, peut-être qu'il va falloir faire ce choix-là. Et même avec un trade down, eh ben ça peut être très dangereux parce que je pense que son profil est très très recherché. Peut-être, bon, alors toi tu penses pas ça, mais ça, on y a déjà répondu. Voilà, profil très recherché, profil très fort dans ce qu'il apporte. Et je trouve qu'il y en a beaucoup des joueurs comme ça, donc ouais, va falloir pick rapidement.
Oui, ben, là aussi, je vais être de ton avis et pour une raison, tu l'as dit, c'est que c'est une position premium. Euh, le football américain, on a beau dire ce qu'on veut, au final, c'est un sport violent qui se joue et se gagne dans les tranchées. Euh, alors, le succès des Eagles n'est peut-être pas forcément symptomatique en ce sens que c'est pas quelque chose que toutes les équipes peuvent refaire, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit garder en tête. Quand il fait froid, ben, ça fait mal d'avoir des gros monsieur en face de toi. Et quand on a un bon quarterback, c'est bien aussi de le protéger avec des gros monsieur. C'est tout bête, mais c'est aussi la règle du football américain. Et plus ça va, plus on voit que ce poste de defensive tackle prend de l'importance dans le jeu. C'est un peu comme la ligne à 3 points au basket. Il a fallu quelques années pour se rendre compte que, bah oui, un panier à 3 points, ça vaut plus que deux. Bah là, il a fallu quelques années pour se rendre compte que bah, mettre la pression par le centre du terrain, bah, ça gênait beaucoup les quarterbacks, même les meilleurs. Comme on l'a vu, j'ai mentionné CJ Stroud tout à l'heure, mais en vrai, c'est le cas pour tous les quarterbacks. Personne n'aime avoir une seconde et demie ou deux pour prendre une décision et lancer la balle. C'est un poste premium. Il y a des joueurs de très grande qualité cette année. Il faut en profiter parce que c'est pas certain que l'année suivante et dans 2 ans, il y ait autant de densité à ce poste. Donc, même, je dirais même si on a déjà des gens sur le poste, c'est bien d'en sélectionner un ou deux, de les stacher, de les mettre sur le banc, qu'ils apprennent peut-être aussi le métier s'ils sont pas totalement formés, et puis de les ressortir le temps voulu. C'est vraiment, il faut en profiter. Voilà, c'est pas les soldes tous les jours, et là, ça peut être une bonne occasion de faire des emplettes. Dernière question pour ce podcast. Je vais te demander de te mouiller, Cyprien. Tu avais dit une vingtaine de running backs sélectionnés pourraient être sélectionnés pardon, lors de la prochaine draft. À ton avis, bon, je ne vais pas te demander un chiffre exact, mais une fourchette, combien de defensive tackles seront sélectionnés à la draft? Au total, bon, on est dans la même range, une vingtaine aussi, je pense. Il y a plein de bons joueurs dont on n'a pas parlé, qu'on pourrait name drop. Allez, j'en fais une tripotée, mais Jamari Caldwell, Omar Norman Lott, voilà, ça c'est des bons joueurs aussi dont on n'a pas parlé et qui seront repêchés. Il y en a plein d'autres, donc ouais, au total une vingtaine, même un peu plus que les running backs, allez, on va dire 21. Et pour le... Allez, c'est enregistré. Et pour le premier tour, donc pour les running backs, t'avais dit que Ashton Genty et Omari Hampton seraient sélectionnés au premier tour. À ton avis, là, Alors, ça va se il y en jouer. aura plus pour les defense. Je vais te dire, en fait, il y a trois réponses. Il y en aura trois dans la logique, c'est-à-dire Mason Graham, Kenneth Grant et Walter Nolen, je pense. Il y en aura probablement quatre parce que j'imagine que quelqu'un va craquer pour Derrick Harmon. Et si la NFL nous écoute, Tonio, il y en aura cinq parce que Tyleek Williams le mérite. Allez, c'est les conseils de Cyprien. Et s'il se confirme, tu pourras postuler pour un job, hein. Ouais, Parce j'ai que déjà envoyé des CV, ça n'a pas marché. qui ne tente rien n'a rien. On croise les doigts, ça pourra peut-être marcher à l'avenir. Écoute, Cyprien, merci de m'avoir accompagné sur ce podcast comme d'habitude. C'était un plaisir. Pour vous autres auditeurs, les fiches draft vont continuer à pleuvoir sur le site touchdownactu.com jusqu'au jour fatidique du 24 avril où on va commencer à voir les joueurs appelés et sélectionnés par leurs équipes. Pour soutenir ce podcast et tous les autres, évidemment, la cagnotte Tipeee, là aussi, vous la connaissez. Et Touchdown Actu sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu partout, sauf sur Instagram, Touchdown Actu en entier. Cyprien, merci encore. Merci à toi, Tonio. À la prochaine. Et à la prochaine. À très très vite. Ciao. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.